Alors, j'en prends du zéro, là. Bonjour, bienvenue à notre webinaire Loi Avenir Professionnel sur la future obligation de certification. Alors, quelle est cette obligation? Je préfère toujours rappeler que c'est une obligation, personne n'est obligé en fait d'être certifié. On n'est obligé qu'uniquement que dans le cas où on souhaite faire bénéficier à ses clients des financements publics. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on veut être opérationnel et actif en matière de montée en compétences, il devient vraiment nécessaire de se certifier ou tout au moins de se lancer dans une démarche qualité. Je suis avec Gilles Bessière, que je salue. Alors, bonjour à tous. Les règles de ce webinaire sont les suivantes. Alors, fermez bien votre téléphone, ça peut perturber les communications. Alors, cela s'adresse aussi aux personnes qui sont autour de moi. Fermez bien votre micro. Vous avez ce petit icône vert sur votre écran. Ne parlez pas et vous pourrez utiliser la fonction chat dans 45 minutes environ pour pouvoir poser vos questions. Et là, on fera comme nous avons l'habitude, on traitera les questions les unes après les autres. Alors, on a réservé un temps compris entre 15 et 30 minutes pour traiter vos questions. Je laisse la parole à Gilles qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Très ravi d'être de nouveau parmi vous. C'est le 7e webinaire qu'on fait de ce style. Donc, c'est sur un schéma très évolutif depuis 2015. Nous allons développer tout ça. Beaucoup de fidèles nous suivent là, à travers ces webinaires en tant que veille. Donc ce message va un peu plus s'adresser pour les gens qui nous découvrent, puisque certains d'entre vous, bien sûr, connaissent la société LR. Donc je suis président d'LRQA France et en charge de l'activité en tant que directeur technique de l'activité certification. Et nous sommes basés à Lyon. Donc nous faisons partie du groupe Lloyd's Register, une old company de plus de 250 ans, et toujours avec un objectif, c'est travailler pour un monde plus sûr, et en le cas qui nous concerne, c'est pour supporter le développement de compétences. Donc on travaille pour une fondation et tous les dividendes sont donnés à cette fondation pour aider la recherche et les universités, les études, etc. Donc c'est un peu notre leitmotiv par rapport à cette société. Donc, par rapport au schéma qui nous concerne, donc nous sommes certifiés, nous sommes agréés, CNEFOP pour les deux certifications LRQA décret qualité et LRQA décret qualité 29990, et nous sommes avant tout aussi certificateurs ISO, puisqu'on est un acteur majeur de la certification en France. Et bien évidemment, ce couplage est très intéressant, puisqu'il y a beaucoup de clients qui travaillent un petit peu sur les deux schémas. Alors, en ce qui me concerne, je suis président de l'ICPF. L'ICPF existe depuis 1995. C'est un organisme de certification qui a été créé parce qu'il y avait un manque sur le marché quand il s'agissait des personnes physiques, les formateurs ou les consultants. On a connu une forte croissance depuis 2014. Aujourd'hui, c'est 10 collaborateurs, environ 1600 certifiés et une quarantaine de partenaires. Alors, nous avons une certification inscrite sur la liste du CNEFOP et une certification simple qui va s'appeler bientôt la certification pro pour les professionnels du conseil ou de la formation mais qui sont dans d'autres pays francophones pour la plupart. Alors aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est un rendez-vous quasi bimensuel que nous avons ensemble pour faire un point sur cette situation qui évolue, puisqu'on est dans une phase de transition. Alors, on a choisi de traiter 4 thèmes.
Alors, le premier étant la situation, ensuite on va se focaliser sur le volet qualité, le référentiel, ce futur référentiel national, et ensuite vous donner des pistes, des axes stratégies, soit pour vous rassurer, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en mouvement, et soit pour vous donner une voie en vous disant voilà quelles sont les offres que nous vous proposons en fonction de la situation telle que vous allez pouvoir l'analyser. Alors, j'ajoute qu'il y a en ce moment même une réunion importante qui se tient au ministère du Travail, dans lequel nos deux structures sont bien représentées. Et s'il y a des nouvelles, on vous les, je dirais, présentera en temps réel. La loi Avenir professionnel, alors quelques rappels, hein, on attend de cette loi trois changements majeurs. D'abord, simplification du système. Alors, aujourd'hui, vous avez une seule entité, France Compétences, au lieu de quatre. On avait aussi plusieurs, en matière de management de la qualité, plusieurs offres, plusieurs pistes. Le Datadoc aujourd'hui qu'on connaît bien, mais Datadoc, si on est certifié, il faut s'inscrire sur Datadoc, on peut y aller directement. Tout ça n'est forcé de constater que si tout ça, enfin tous ces éléments-là fonctionnaient d'une certaine façon, ça n'était pas très clair pour les stagiaires et les entreprises. Et donc là, on va vers quelque chose de beaucoup plus clair, tout au moins c'est l'ambition de cette loi. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est l'élargissement de la définition de l'action de formation. Alors aujourd'hui, la terminologie, si on arrive à se débarrasser de ce mot formation qui est quand même qui accroche beaucoup, on parlerait d'action de montée en compétences. Voilà, donc ça regroupe au moins la VAE, le bilan de compétences, mais aussi d'autres types d'actions. La FEST, voilà, la formation en situation de travail. Le digital. Voilà. Et enfin, un des objectifs est de donner plus de droits pour les individus, de les rendre plus autonomes par rapport à la formation, et notamment avec l'évolution du CPF qui a été monétisé. Alors, sur certains aspects, on a les mêmes objectifs que 2015, hein, c'est-à-dire qu'on voulait en 2015 améliorer la lisibilité de l'offre, on y est arrivé d'une certaine façon. On a voulu garantir une bonne utilisation des fonds publics. Alors, je pense que 2015, il faut se remettre dans le contexte, on parlait d'escroquerie à la formation. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'en parle plus. On est plutôt là aujourd'hui, on va plutôt dire que c'est médiocre ou ça marche pas. Donc, c'est pas du tout le même discours pour ceux qui étaient comme moi en 2014-2013. C'est pas du tout le même discours. Et enfin, on veut assurer une relation de confiance entre acheteur et offreur. Ça, c'est ce qu'on voulait. Et bon, aujourd'hui, est-ce qu'on a progressé là-dessus? Je pense, oui, que c'est quand même il y a plus de confiance aujourd'hui. Alors, là où cette réforme marque une rupture, c'est on avait multiplié les instances de contrôle et les contrôles se faisaient pas sur un référentiel identique, un même niveau. Le système était peu lisible, on reste avec un très grand nombre de prestataires, c'est très compliqué de voir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on obtient réellement. Et en matière de gestion de qualité, il y avait une grande porte ouverte au déclaratif et du coup, c'était peu fiable. Alors maintenant, si on se concentre sur le volet qualité, voilà les changements qu'on veut obtenir. Alors, je vais céder la parole. Rentre dans une démarche de son côté. Donc pour bien situer les débats, on a mis le vous et le nous. Donc d'un côté, il y a une obligation d'obtenir une certification qualité. Donc dans un champ qui est beaucoup plus élargi que les simples organismes de formation, qui étaient historiquement concernés par le premier schéma. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair puisqu'on parle d'accompagnateurs VAE, des centres de formation d'apprentis et des centres de bilan de compétences. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'un côté.
Et de l'autre côté, les organismes de certification que nous sommes devront aussi rentrer dans un schéma d'accréditation pour être aussi également en ligne avec les exigences du ministère. Donc ces deux listes seront bien sûr gérées par le ministère. Donc d'un côté, il y aura des organismes qui seront sur cette liste. C'est la liste des OPAC certifiés. Donc les clients pourront accéder directement par rapport aux fonds publics ou mutualisés. Donc ça sera une lecture directe pour savoir les organismes qui sont certifiés. Et de l'autre côté, bien évidemment, pareil de notre côté, où les certificateurs, il y aura une liste de certificateurs qui sera accréditée pour cette certification nationale. Alors, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on parle d'une volonté de donner des signaux clairs. Alors, donc là, on a deux signaux très clairs, donc deux listes. Une liste d'OPAC, et il n'y en aura qu'une seule, qui va en fait remplacer les catalogues de référence des financeurs de la réforme de 2015, catalogue qui était très peu utilisé. Toutes les autres listes intermédiaires qui permettaient de savoir si l'organisme de formation était certifié ou pas, et on voyait bien que là, c'était un peu compliqué de vérifier, notamment pour les financeurs, pour certains financeurs. Voilà. Et d'autre part, on aura une autre liste toujours gérée par le ministère, donc voilà, qui elle recensera les certificateurs accrédités. Donc là, on reste dans le même esprit de la liste du CNEFOP, et donc on a bien vu, pour nous, organismes de certificateurs, que le point d'entrée et le point d'arrivée de beaucoup de nos clients était cette liste. Voilà. Donc vous voyez, ce qu'on retient, c'est qu'il y aura deux listes. Alors, comment va évolue ce dispositif, donc avant et après? Alors, un des aspects aussi qui avait été mis en évidence de la confusion, c'est le nombre de certificateurs qui avait aussi, où le référentiel leur référentiel de certification devait être en quelque sorte compatible avec les exigences du décret. Du coup, ça faisait, je dirais, une offre très large de référentiels, même si dans la réalité, on n'était que 5 certificateurs. À 5 certificateurs, on a certifié à peu près 85% du marché, mais il y avait quand même une liste très longue sur le site du CNEFOP, et c'était difficile de faire un choix, force est de le reconnaître, et c'était quasiment impossible de faire un comparatif de tous ces référentiels. Donc, bon, je pense que même moi, j'y avais renoncé. Voilà. Donc là, on va avoir un référentiel unique, une certification unique et plusieurs certificateurs accrédités. Alors ensuite, on avait une procédure mixte qui se recoupait. Donc, vous aviez, voilà. Alors là, maintenant, c'est plus simple, certification obligatoire. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'alternative ou voilà, de solution alternative. Hein. Donc, on s'oriente vraiment vers une liste de certificateurs et une certification obligatoire. On avait avant donc un agrément du CNEFOP qui se basait sur un référentiel propre. Là maintenant, on a une norme de service qui est la 17065, et un opérateur aussi, le COFRA, qui accrédite toutes les certifications. Et enfin, on avait ces fameux indicateurs qui pouvaient être contrôlés par le financeur. Alors, les contrôles des financeurs vont demeurer. Par contre, ces indicateurs, on les a dans le référentiel national, et là, les certificateurs vont s'en occuper. Enfin, on a plus d'organismes visés, puisque là, on n'avait que les organismes détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité, et là, on va avoir les CFA, bon, les prestataires de bilan de compétences, d'une certaine façon, étaient arrivés beaucoup pour une certaine partie des financements, et on va avoir aussi les accompagnateurs VAE. Donc, je voudrais compléter par rapport à ce que dit François, toujours entre les
les anciens référentiels donc, qui étaient utilisés par les confrères. Donc, il y a 53 référentiels et maintenant ce référentiel unique. Donc, la vraie chance, c'est de pouvoir s'étalonner, rationaliser et aligner les exigences et pouvoir comparer. Sinon, il n'y avait aucun moyen de comparer une structure par rapport à une autre puisqu'on vérifiait pas les mêmes choses. Puis d'un autre côté, on y reviendra tout à l'heure, il y avait une notion de déclaratif et une notion d'applicatif et de contrôle applicatif. Là aussi, par définition, il y avait beaucoup d'éléments différenciants et donc maintenant, tous ces points-là vont être alignés grâce à la certification accréditée. Faisons le point maintenant sur l'actualité. Donc, le mois de juin a été riche en publications. On les attendait depuis longtemps. Alors, 2 décrets. Donc, on voit bien ceux qui sont les nostalgiques de 2005 qui parlent du décret, parce que là, on a 2 décrets et 2 arrêtés qui précisent donc le référentiel, les modalités d'audit. Donc, c'est des documents très précis. Nous avons participé à leur élaboration, donc on était bien au courant, nous, on savait déjà ce qu'il y avait dedans. Et enfin, at least but not least, donc c'est un document important qui explique comment interpréter les différentes exigences, le guide de lecture qui est paru le 8 et qui surtout il est très important pour nous parce qu'il il déclenchait l'ouverture du schéma par le COFRAC et ça c'est aujourd'hui. Voilà. Donc là on peut dire que maintenant on passe dans une nouvelle phase que je dirais Gilles va nous expliquer. Donc le planning qualité, il est le suivant. Donc à travers la DGEP qui a orienté un petit peu les débats et structuré un petit peu l'approche, donc notamment en mettant un bras armé qui s'appelle France Compétences, où il y avait des acteurs représentatifs de la profession, certification, syndicats de la profession, etc., donc qui ont travaillé sur le référentiel national qualité, donc qui est bien évidemment sorti au journal officiel le 6 juin. Le guide de lecture est sorti à fin de lundi, oui, ce mois-ci, et c'était un petit peu la dernière condition au COFRAC pour lancer son schéma d'accréditation qui s'est ouvert hier. Donc on est dans des délais très courts. Et ce qui avait été respecté, c'est que globalement le schéma d'accréditation s'ouvrait un mois après que tous les textes et arrêtés étaient apparus au journal officiel. Donc là maintenant on a toutes les données pour travailler. Donc d'un côté, les certificateurs, eux doivent préparer leur dossier parce qu'il va y avoir une notion de recevabilité, c'est important. À partir du moment où cette recevabilité sera obtenue, le service pourra être délivré, même si l'organisme de certification n'a pas encore été audité, ce qui sera dans l'étape suivante. Donc, on nous annonce le troisième trimestre, étant donné que tout est décalé un petit peu d'un mois, ça va être sûrement du septembre-octobre, pour qu'on commence à travailler suivant le nouveau schéma. Et donc, la liste des organismes pourront, à partir de ce moment-là, postuler à cette certification. Donc, on estime à partir de novembre 2019. Et le délai va être relativement court puisqu'on est sur du 15 mois. Donc, pour une transition, pour ceux qui étaient déjà sur des anciens référentiels, ça sera plus facile. Pour les autres organismes qui partent de plus loin, ça sera un peu plus délicat, mais on va en parler. Et le 1er janvier 2021, quoi qu'il arrive, tous les organismes qui devront être certifiés devront l'être à cette date-là.
Alors, je précise effectivement que là, les dates surtout, enfin, les dates dès que possible et à partir de novembre, donc ça, c'est des estimations. Par contre, bon, la date du 1er janvier 2021, ça, c'est une date fixe. Donc maintenant, il s'agit de bien s'organiser et de ne pas vouloir aller trop vite ou trop lentement. Vous voyez, l'expérience de 2016-2017, c'est que la précipitation et la surréaction nuit. Faut prendre son temps, faut aller tranquillement. Là, on a quand même, vous voyez, plus de presque 17 mois pour que l'essentiel de nos clients présents et à venir soit certifié. On va faire en sorte de bien s'organiser et de ne pas créer de la précipitation. Les clients de l'ICPF, c'est souvent des entrepreneurs, personnes physiques, et donc ils ont une capacité de travail très importante et comme ils sont, je dirais, souvent tout seuls, bah, ils peuvent réagir très très vite. Par contre, quand on est des structures, là, il y a de l'organisation, il faut mettre des choses en place, ça prend plus de temps, il faut mobiliser des équipes. Donc là, il est important de bien s'organiser et de faire en sorte qu'on soit prêt au 1er janvier, et ni trop tôt ni trop tard. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel, surtout par rapport au précédent, hein. Là, qu'est-ce qui est important de voir, c'est pour ceux qui sont déjà certifiés, qui sont 6000 en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Pour ceux qui ne le sont pas, comment faire pour bien se préparer, pour faire les choses tranquillement, sachant que on estime qu'il va y avoir 31 000 organismes, 31 000 entités qui vont demander la certification à minima et qui ont besoin de l'obtenir en 2020. Donc c'est énorme puisque aujourd'hui on en a 7 000. Alors si on prend toutes les entités qui sont inscrites sur Datadoc aujourd'hui, il y a 60 000. Donc vous voyez, ça fait 29 000 de plus. Donc on est sur des volumes très très importants qui, à mon avis, dans le monde de la certification, ça ne s'est jamais vu. Un nombre pareil. Alors, on part des 6 critères de 2015. Aujourd'hui, on a 7 critères. Donc, pour les connaisseurs, il y avait en fait 7 critères. Il y avait 6 critères pour plus la réglementation. Le nouveau critère, c'est l'inscription du prestataire dans son environnement socio-économique. C'est-à-dire il a été considéré que c'était important qu'un organisme de formation, c'est un point, voilà, soit intégré dans un écosystème et le démontre. Voilà. Donc il y a alors à Paris, c'est souvent plus compliqué de comprendre ce contexte-là, cette idée-là, mais quand on est en province, on voit très bien, il y a des bassins d'emploi et dans le bassin d'emploi, il y a un organisme de formation, il n'y en a pas 3 ou 4, il y en a un seul sur un domaine donné. Et donc, c'est ça qui fait la valeur de cet organisme, c'est qu'il est intégré dans un système et ça lui donne de la valeur. Ensuite, on avait dans le décret, on n'avait pas d'indicateur. Alors, on avait un détail, il y avait un détail qui avait été fait par le CNEFOP, d'ailleurs, qui ne donnait pas et qu'en quelque sorte, il fallait deviner, ce qui n'était pas évident. Et en revanche, on avait du côté de Datadoc notamment, les financeurs avec le Comonef avaient fait un gros travail et avaient identifié des indicateurs. Donc là, on a gardé cet esprit-là, cette idée-là des indicateurs, et donc on aura 32 indicateurs. Enfin, on va avoir donc les CFA qui, eux, devront passer un peu plus tard que les autres. Voilà, mais c'est un point important, puisque là, en plus, les CFA sont dans une forme de révolution, hein, puisqu'il y a une redistribution des cartes. Alors ensuite, les sujets, il n'y avait pas d'approche spécifique sur les sujets. Là, on a vraiment des choses très concrètes, des exigences très concrètes qu'on avait d'une certaine façon avant, mais pas de manière aussi explicite. Ce qui fait que quand on menait une démarche qualité, il y avait une formation à faire pour comprendre le sens et le contenu et le détail de l'exigence. Il y avait l'exigence en tant que telle et l'étendue de l'exigence. Notamment, pour être très concret, quand on parle de locaux, donc on a les fameux locaux avec l'attestation ERP, ou alors, oui, mais moi, je fais ma formation chez mes clients, donc je ne suis pas responsable. Alors, on était obligé de mettre une non-conformité parce qu'en fait, si, comme c'est vous qui financez, c'est vous qui êtes responsable. Voilà. Et donc là, là, c'est beaucoup plus clair. Le référentiel permet
permettra de bien comprendre ces exigences et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus réaliste et on aura donc on espère qu'on perdra beaucoup moins de temps avec des non-conformités du fait du manque de compétences ou de compréhension de l'étendue de l'exigence. En complément de cette différence entre les deux décrets, bon, pour ceux qui connaissaient le produit LRQA décret, on était déjà à 7 critères et ce qu'on appelait le critère 0 correspond à ce critère environnement socio-économique. C'était un critère structurant de gouvernance, donc on était déjà en avance de phase pour ceux qui connaissent le produit par rapport au décret 2019. Et je confirme une lecture assez plus nette des indicateurs avec ce qui est attendu, notamment avec les guides de lecture, qui permettra une meilleure appropriation de ce qui est demandé à travers chaque indicateur. Alors, de plus, la mention, il n'y avait pas de mention claire de la sous-traitance, du recours à la sous-traitance, qui est un sujet tabou en formation professionnelle, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, des organismes de formation qui en fait ont pas présentent leurs sous-traitants comme des collaborateurs, hein, ça se fait encore beaucoup. Et le client ne sait pas et finit par le savoir que l'intervenant n'est qu'un sous-traitant. Ensuite, il y a les conditions dans lesquelles travaillent les sous-traitants et aussi la manière dont comment dire, l'organisme de formation fait appliquer les exigences qualité par le sous-traitant. Donc là, c'est beaucoup plus clair parce que là, il y a un indicateur dédié et il est clairement indiqué que l'organisme de formation est responsable du respect de la conformité du référentiel par son sous-traitant. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Alors maintenant, par rapport à, alors je vais pas décrire, on va pas décrire dans le détail tout ce slide, mais là, si on reprend, vous voyez les 7 critères, on en a un qui est nouveau, donc c'est voilà. Et en fait, quelle est l'exigence détaillée? C'est de mener une veille juridique, de mener une veille pédagogique. Et pour les certifiés ICPF, vous savez que nous accordons beaucoup d'importance au respect de la réglementation. Et donc, et on vous d'ailleurs on vous pointe très souvent sur le guide de la Directe Île-de-France, qui est un document très précis et très magnifique. Et il est clair que quand vous avez ce guide, vous savez qu'il existe et vous l'utilisez et vous le mettez en application pour valider tous vos documents réglementaires, feuilles de présence, attestations, c'est que vous menez cette veille juridique et vous comment dire, êtes en conformité. Non, sur les critères, donc bien évidemment, c'est beaucoup plus clair et c'est notamment les indicateurs spécifiques sont reliés aux exigences complémentaires ou des VAE ou des centres d'apprentissage ou des bilans de compétences, ce qui permet d'avoir un référentiel très lisible et faire un audit un petit peu à la carte en fonction de la typologie des organismes déroulant des actions de développement des compétences. Alors, de manière plus générale, pour ceux qui se rappellent du décret de 2015, bon, on retrouve le critère communication, donc les conditions d'information, où là, on a une exigence de clarté, d'accessibilité, et on retrouve fondamentalement les mêmes exigences de résultats et voilà, notamment de résultats, d'indicateurs de résultats. Ensuite, on a cette partie importante qui fait défaut souvent en formation professionnelle, hein, c'est l'identification précise des objectifs et l'adaptation des objectifs au public. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'analyse du besoin. Enfin, après, on a les modalités et les moyens et la qualification des personnels chargés des formations. Là, on insiste énormément sur cette partie-là, qui est une partie essentielle. Et enfin, le traitement des appréciations et des réclamations, qui est aussi perçu comme un moyen d'améliorer la qualité de la formation fondamentale.
Bien, donc par rapport aux nouvelles modalités de certification, donc on se rapproche plus du standard de certification classique que nous connaissons. Le législateur a quand même positionné quelque chose de très fixe, en fait très clair, notamment sur les non-conformités rencontrées. Donc c'est clairement dit dans les textes qu'à partir de 5 non-conformités mineures, donc par définition, on démontre que le système est moins bien ou moins maîtrisé. Donc là, ça doit être débouché sur une non-conformité majeure et par définition une non-recommandation. Alors quand on dit pas de certification, ça veut dire qu'il faut d'abord corriger la non-conformité avec son plan d'action pour refaire une demande de certification par la suite. Un autre élément très important, c'est l'approche multisite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort maintenant suivant ce nouveau référentiel. Donc il va y avoir beaucoup de questions sur qu'est-ce que est un site annexe. Donc le site annexe, c'est bien précisé dans le texte, c'est un site qui a du personnel permanent sur le site en question. Donc une salle dans un hôtel n'est pas considérée comme un site annexe. Par contre, il y a beaucoup de structures qui ont des sites permanents où il y a des modules de formation qui sont délivrés. Et donc là, c'est la règle classique qu'on connaît à travers les règles d'accréditation, c'est la racine carrée de nombre d'entités arrondi au supérieur. Donc on vous a donné un exemple, s'il y a 5 sites, on fait racine carrée de 5, donc arrondi au chiffre supérieur, il y aura 3 sites audités. Donc les durées d'audit sont aussi très bien identifiées. Donc grosse particularité, contrairement à des audits système, c'est pas l'effectif qui est pris en compte pour faire la cotation de durée, mais c'est le chiffre d'affaires. Je trouve que c'est une très bonne idée, ce qui permet de vraiment caler la volumétrie de l'audit en fonction de ce qui est fait dans l'organisation. Donc après, on a des éléments, c'est par 0,5, ça se rajoute en fonction des activités connexes et des fameux nombres de sites. L'audit initial sera fait sur site, obligatoirement. Donc, alors qu'on avait une latitude sur l'ancien standard, nous on l'avait chez LR pas mal éprouvé, c'était plutôt une réussite. Par contre, ça sera autorisé en audit de surveillance, à condition que, bien évidemment, l'analyse de risque soit fait et qu'on démontre que ça peut être fait à distance et grâce aux outils et que ça ne remette pas en cause comment dirais-je, la consistance de cet audit, qu'il n'y ait pas de souci par rapport au fait de l'avoir fait à distance. Et donc le renouvellement, on est toujours sur les mêmes cas où on aura un audit sur site et donc il peut évoluer de 1 à 1 jour 5 en fonction des différents critères. Et là, on a aussi des demi-journées par entité supplémentaire. Alors pour ceux qui sont déjà certifiés, alors je précise tout de suite, il y a une coquille dans le slide, c'est 0,5 jours. Alors ça, cette durée, c'est pour les sites, la plupart du temps, c'est les organismes de formation certifiés par l'ICPF, qui sont, comme je le rappelle, des entrepreneurs, des organismes de formation unipersonnels. Et donc là, on a une grande homogénéité. Et donc là, pour tous, hein, quasiment tous, on a très peu d'organismes de formation qui font un chiffre d'affaires qui dépasse le plafond. C'est assez rare. Donc là, pour tout le monde, ce sera 0,5 jours. Sinon, pour les autres, ce sera divisé par 2. Pour les organismes de formation plus importants, aujourd'hui, si le nombre de jours d'audit initial c'est 3 jours, en fait, s'ils ont déjà le certificat CNEFOP, ils n'auront que 1 jour et demi. Et on ne devra vérifier que 9 indicateurs par rapport aux 32 et les indicateurs spécifiques qui devront les concerner. Donc là, on voit, il y a un avantage important pour ceux qui sont reconnus déjà, qui ont déjà le certificat CNEFOP.
Alors, on va maintenant, on entre dans le dernier quart d'heure, on va parler de stratégie. On va dire pourquoi obtenir la certification, pourquoi se faire certifier, comment s'organiser. Alors auparavant, alors là, je vais parler pour l'ICPF et Gilles va parler de son offre LR. Mais auparavant, on va parler de ce qui notre démarche qualité, notre méthodologie commune. Et donc, on aurait difficilement pu faire cette présentation sans vous présenter un PDCA. Et... Donc, ce PDCA, il nous suit depuis le début de ces présentations. C'est un petit peu aussi notre approche qu'on avait identifiée sur les produits qu'on propose côté ICPF et côté LR. Donc, c'est tout d'abord une organisation à définir, action à implémenter, mesure de conformité, action à identifier. Mais ça, c'était du déclaratif. Et donc, nous, à travers nos audits, la grosse différence, c'est qu'on l'a vérifié. C'est qu'on a vérifié une organisation, on a vérifié une implémentation, on a vérifié la conformité et on a vérifié les améliorations. Contrairement à certaines organisations qui étaient juste data dockées, où par définition, ils avaient fait plutôt du déclaratif, dans la mesure où ils n'ont jamais été audités. Donc certaines structures ont été auditées, mais c'était loin d'être la majorité, alors que nos organisations et celles qui ont été certifiées par nous ont déjà aussi ce tour d'avance et ce temps d'avance par rapport au fait qu'on a rodé l'application et les vérifications. Ça, c'est un élément important qu'on voulait souligner. C'est quels que soient les indicateurs ou les critères qu'on va choisir, en suivant ce plan, on structure, on a une vraie colonne vertébrale, que ce soit une petite, une grosse structure, on sait fonctionner et nos auditeurs sont câblés par rapport à des audits sous cette forme. Alors ce point-là est, comme vous le sentez, il est très important pour nous. Il est d'autant plus important que, comme je connais bien Gilles, qu'il est lyonnais, je peux vous dire qu'il utilise la couleur verte avec parcimonie. Alors, quand vous allez préparer cette certification, on a trouvé que ce slide était intéressant parce que il vous permet de comprendre comment ça va se passer et surtout de savoir quel est le point de part et qu'est-ce qu'on va faire certifier. Alors là, on a un certificat qui va être attaché à la structure, à votre cabinet, qui va être essentiellement attaché au numéro de déclaration d'activité, qui est je dirais le point d'entrée. Il faut avoir un NDA. Sans NDA, pas de certification possible. Donc, vous pouvez être une personne physique avec un NDA, vous pouvez être une société anonyme avec un NDA, une SAS. Il faut avoir un NDA. Et si vous êtes un formateur belge ou une entreprise belge ou hollandaise, il faut avoir un représentant en France qui a un NDA. Donc là, on reste dans du classique. Alors ensuite, il y aura un choix à faire puisqu'il faudra choisir les actions, formation, montée en compétences, VAE, accompagnement, CFA. Voilà. Et après, donc, il y aura cette partie d'identification des sites sur lequel beaucoup d'organismes de formation, surtout ceux qui sont très importants, vont certainement passer un peu de temps parce qu'il faut bien définir les sites, c'est assez stratégique puisqu'après, il va y avoir si vous n'avez pas mis tous les sites, l'auditeur va venir constater et il devra déclencher un audit complémentaire, ça fera du délai. Si vous en aviez identifié trop, ça va vous coûter très cher parce que vous enverrez un auditeur sur un site où il n'y a personne. Et donc, voilà. Donc là, surtout pour des structures complexes, bon, hier j'avais une entité au téléphone, il y a 3200 personnes, il y a entre 12 et 40 sites selon les comptages. C'est clair que là, il y a une analyse à faire qu'on ne peut pas toujours faire nous en tant que certificateur pour définir précisément le nombre de sites. Ensuite, on parlera des certifications déjà obtenues puisque ça permet d'obtenir une dispense, voilà, et la période souhaitée pour l'audit. Voilà.
Et enfin, le dernier BPF, donc là aussi, le fait d'avoir déjà de l'activité, ça permettra de cadrer puisque c'est sur le chiffre d'affaires sur le BPF qu'on va se baser aussi le devis. Donc, le certificateur vous enverra un plan d'audit avec la liste des interlocuteurs concernés, un contrat que vous devrez signer. Et le jour de l'audit, il faudra être prêt. Alors là, il faut bien voir que par rapport à ceux qui sont aujourd'hui sur les dispositifs préliminaires type plateforme Datadog, là, il faut être prêt le jour de l'audit. Hein. Donc, pour bien connaître et tous ceux qui sont certifiés, voilà, le jour où on envoie, la veille de l'audit, on n'est pas bien et la plupart de mes clients, même les plus aguerris, c'est pas rare que que je me rappelle bien que souvent ils sont très stressés la veille de l'audit et très stressés pendant l'audit, quoi qu'il arrive. Donc là, il faut bien se préparer. C'est de la parole à Gilles. Oui, non, juste en complément. Donc, c'est vrai qu'il y a trois pavés, mais le pavé principal, c'est le premier. Plus on aura des informations précises, hein, de données d'entrée, plus on fera un calibrage d'audit intelligent, notamment comme disait François avec d'autres certifications, mais c'est surtout le calibrage de l'échantillonnage et il faut être assez transparent par rapport aux informations, pas très transparent, très transparent, pour qu'on puisse vous faire une approche la plus calée par rapport à la structure de l'organisme, qui peut être très très petite comme il peut être très très grand. Donc c'est très important cette préparation et ces fameuses pièces à fournir, sachant que les origines sont diverses entre ceux qui sont certifiés, labellisés, datadockés, etc. Alors maintenant, où en êtes-vous? Donc on a amélioré cette présentation. On a enlevé la photo de l'escalier en pierre, mais on a gardé cet escalier et ça permet de savoir où vous en êtes. Voilà, vous êtes certainement manager de la formation, alors à moins que vous ayez un intérêt personnel pour la qualité de la formation sans être de ce métier. Mais si vous êtes dans la formation professionnelle, bah, vous êtes sur une de ces marches et à part la quatrième qui n'existe pas encore. Voilà. Donc, bah, si vous commencez dans la formation, vous êtes sur les réseaux sociaux très actifs, vous voulez créer votre organisme de formation, vous avez peut-être déjà une expérience dans une grande entreprise de faire de la formation et là, vous voulez vous lancer, et ben, vous êtes au rez-de-chaussée. Et là, bah, la première chose à faire, la première marche, c'est d'obtenir votre numéro de déclaration d'activité. Alors, il y a 10 ans, le jour où vous aviez ce numéro de déclaration d'activité, vous étiez un organisme de formation. Maintenant, bon, bah, ce n'est qu'une première marche, puisque aujourd'hui, parce que ça tourne encore et ça va tourner jusqu'à la fin de l'année 2020, aujourd'hui, bah, il faut vous faire référencer et la deuxième marche qu'on va vous présenter, dont on va vous parler très rapidement, c'est Datadoc. Voilà, c'est le plus connu, donc c'est le coup de com le plus réussi de la réforme précédente. Donc Datadoc, tout le monde connaît. Et donc c'est sur cette plateforme qu'il faut se faire référencer. Donc vous pouvez y arriver avec la certification, ce qui fait que quelque part vous passez sur la troisième marche et vous revenez sur la deuxième et vous êtes référencé, ou vous pouvez vous être référençable en restant sur Datadoc. Donc ça, c'est un point, voilà, c'est cette deuxième marche sur lequel ça nécessite quand même de la présentation, c'est-à-dire qu'il faut concevoir un système documentaire. Et une fois que vous avez le statut référençable Datadoc, vous allez par la suite avoir des contrôles et c'est à ce moment-là qu'ils vont vérifier que si, comme on le disait tout à l'heure, vous mettez en pratique, vous mettez en opération ce que vous avez déclaré sur Datadoc. Voilà. Alors ensuite, vous avez la troisième marche aujourd'hui qui est la certification CNEFOP, donc qu'elle soit ICPF ou LR ou les autres. Voilà, donc là, on est dans une démarche qualité, on a passé un audit, on a dû démontrer qu'on appliquait, vous interagissez avec nous, on est des professionnels de la qualité, on fait ça depuis plus de 20 ans. Voilà, donc là, vous êtes sur un rail et tant que vous avez votre certificat, vous savez que si vous faites ce que vous dites que vous faites, vous savez que vous êtes dans la conformité et les référentiels évoluent, on vous propose des mises à jour, etc. Alors là, la mise à jour qu'on vous propose, c'est de passer à la quatrième marche.
voilà, où là, on a enfin un référentiel, je dirais, qui a été élaboré collégialement sous l'égide de la DGEFP. Donc là, on a des indicateurs et c'est les parties prenantes de la formation, les partenaires sociaux, les régions, l'État, les financeurs, les syndicats, etc. Voilà, tous ces gens-là se sont mis autour d'une table pendant de longs mois, on discutait, on dit voilà, pour nous, la qualité, c'est un organisme de formation de qualité, c'est un organisme de formation qui fait ça. Et ça permet d'obtenir ce futur certificat. Alors, il y a une cinquième marche, parce que là, la qualité, c'est une affaire de professionnels. Et là, on va partir donc soit vers ICPF Pro, qu'on peut avoir avant, mais où là, on va travailler sur sa dimension, parce que c'est vous, en tant que professionnel, qui savez, vous savez ce que c'est que la qualité. Le client, si on fait ce que veut le client ou ce que veulent les financeurs, on ne fait pas forcément de la qualité. Et vous devez apprendre, vous, à mettre en valeur votre qualité, que ce soit la qualité de votre organisme ou la qualité de votre professionnalisme en tant que personne. Oui, donc dans la continuité, donc cette fameuse cinquième marche, c'est plutôt une bonne surprise à l'écoute de nos clients de s'apercevoir que ben, ils veulent pas s'arrêter à la quatrième, c'est-à-dire que le fait qu'on a fait un produit très intéressant à la troisième marche et notamment structurant hein, à travers le PDCA, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ben, beaucoup de nos clients se projettent sur la cinquième marche. Bon, ils vont passer la quatrième obligatoirement, mais avec un élément plus structurant qui est l'ISO, parce que quelque part, nos certifications CNEFOP étaient déjà plus hautes que le décret initialement, les exigences que demandait initialement le décret. Donc ça, c'est une bonne surprise. Et on a fait comment dirais-je, des ponts entre la deuxième et quatrième marche, mais on peut très bien faire aussi entre la troisième et la cinquième marche, à partir du moment où l'entreprise, l'organisation retrouve tout l'intérêt d'avoir une structure qui est tournée vers l'amélioration et quelque part que le dernier delta pour obtenir un ISO n'est pas très loin. Alors, nous allons maintenant parler des avantages respectifs de nos offres. Alors aujourd'hui, si vous êtes détenteur d'une certification ICPF CNEFOP, vous allez bénéficier d'une transition simplifiée. Votre compte et votre dossier est déjà créé sur Noé. Donc vous savez, vous maîtrisez l'outil. Vous allez pouvoir en octobre planifier votre audit sur 2020. Il ne portera que sur 9 indicateurs et non 32. La durée de l'audit est de 0,5 jours. Donc nous sommes en train de nous organiser pour réserver des locaux parce qu'on ne va pas aller chez vous pour une demi-journée. La plupart d'entre vous, en tant que certifié, vous n'avez pas de bureau à proprement parler. Ou si vous en avez un, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Et donc on va louer des locaux et vous viendrez passer votre audit dans nos locaux. Voilà. Ça, c'est le point intéressant si vous êtes certifié CNEFOP. Alors, nos services, nous, on va donc proposer 2 nouveaux certificats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre certificat CNEFOP va se transformer en 2 certificats. Vous aurez un certificat ICPF Pro qui reprendra les éléments du dossier et l'engagement qualité, qui est une partie aujourd'hui, le plan qualité, lui sera transféré vers le RNCQ. Donc, vous pourrez préparer votre audit en ligne, récupérer vos données de dossier, échanger de l'information avec l'auditeur pendant l'audit sur la base de ce dossier, planifier votre audit, les audits seront lus en face à face, l'audit de surveillance sera à distance et vous pourrez aussi commander et régler la certification. Et on travaille aussi sur le fait pour lisser le coût. On va maintenir une redevance annuelle, ce qui vous permettra de lisser le coût. Alors, on a aussi une offre de formation qu'on est en train de développer avec nos partenaires référents, qui sont des certifiés ICPF et PSI, des experts. Donc, les 4 thèmes aujourd'hui qui sont très porteurs, c'est devenir auditeur ICPF, rendre son offre éligible au CPF, la réglementation de la formation et le futur référentiel.
Alors j'ajoute qu'on a aussi un club des certifiés aujourd'hui voilà, qui vous permet de vous rencontrer et d'interagir entre vous. Et tous les 3 mois environ, on fait une soirée. Donc la prochaine a lieu à Paris le 26 septembre 2019. Concernant LR, donc ben, nous sommes dans la continuité de l'ancien LRQA décret qualité. Donc bien sûr, nous proposons toujours les services sur les 2 décrets existants, mais nous nous sommes déjà projetés sur le nouveau, puisque je vous dis, quelque part, on avait déjà un tour d'avance par rapport à ce qu'on regardait déjà en audit, pour que l'effort soit moindre sur le prochain. Donc on va développer, ça sera opérationnel à la rentrée, des diagnostics et des formations pour les structures qui n'ont pas du tout démarré, donc des structures un peu plus grandes que un simple prestataire, hein, qui là c'est plutôt réservé pour ICPF. Et bien évidemment l'audit de certification pour les structures qui seront prêtes après l'admissibilité du COFRAC. On vous a parlé de ça à l'automne. Donc une équipe dédiée et expérimentée pour répondre à vos besoins, qui s'appuie sur cette expérience depuis 3 ans sur ces schémas. Donc le référentiel d'audit propre à RQA, ça on en a déjà parlé. Donc les audits avaient lieu sur site ou à distance, donc on est rodé sur les deux cas de figure et ça marche très très bien. Il y avait un petit peu d'appréhension au début, mais maintenant avec les outils qu'on a, Skype, étant donné qu'on est dans le service, c'est pas en production, c'est quand même beaucoup plus facile. On interviewe des formateurs, on interviewe des responsables pédagogiques, c'est super interactif, c'est hyper intéressant. Et donc, nous avons toujours un système d'audit initial en 2 phases, si nécessaire, on peut tout regrouper en une seule phase, et des audits de surveillance, parce que bien évidemment, si on couple des audits avec la 9001, il faudra respecter l'autre schéma 17021 pour avoir des visites annuelles. Voilà, donc les durées, c'est toujours à peu près 1 jour par an pour l'instant. Les tarifs sur demande et planification à 2 mois. Et donc, petit rappel des 7 critères qu'on avait développés sur ce référentiel. La partie réglementaire, la méthodologie, moyens, process, compétences, communication, amélioration. Et donc, vous voyez qu'on est très très près du référentiel qui va rentrer en vigueur ces jours-ci. Donc, on met l'accent et un point d'honneur par rapport à l'auditeur. Ça, c'est la marque de fabrique de la maison, avec une grosse expérience de l'auditeur ou en formation ou en tant que formateur ou consultant. Auditeur système, hein, donc parce qu'on s'appuie sur quelque chose de structurant, formé sur le référentiel d'audit. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire ces formations, on les a déjà démarrées au niveau des auditeurs suivant le nouveau décret. L'expérience acquise, et bien évidemment sur les clients qui resteraient encore pour l'instant dans l'ancien schéma, puisqu'on a jusqu'à fin 2020, on aura déjà en cours d'audit cette orientation par rapport au nouveau décret 2019-565. Et donc cette connaissance système, ça permet de faire progresser les OF sur l'amélioration. Et on peut constater sur ce qui a été vu depuis 3 ans qu'il y a encore du travail par rapport à faire ça. Mais les piliers sont en place et les organisations sont en place, elles demandent qu'à s'améliorer. Oui, là, ce qui est important de comprendre, et on a la crainte qu'on peut avoir sur le marché tel qu'il va s'organiser, c'est qu'on ait des auditeurs de petit niveau qui sont uniquement dans le contrôle et avec des audits qui vont être des entretiens assez formels et sans grande valeur ajoutée. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que voyez, vous attendiez votre audit avec impatience, que ce soit pour vous le moyen de réfléchir sur vos pratiques, de progresser, de démontrer votre valeur. Et donc pour ça, il faut des auditeurs de valeur. Et là, c'est un point, encore une fois, important pour nous de travailler sur cette question-là. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui? Alors nous, ce qu'on voudrait vous dire, bon, pour nos les
on a presque 1600 personnes qui nous font confiance, effectivement, c'est d'anticiper. Hein, bien sûr, vous nous voyez arriver, on a envie de faire du chiffre d'affaires maintenant, mais c'est important d'anticiper et d'étaler dans le temps cette comment dire épreuve, cet obstacle qui nous appartient de franchir ensemble au 1er janvier 2020. Bien sûr, on peut anticiper sur le fait que ce délai sera peut-être décalé, que voilà. Mais bon, on l'a vu, on l'a déjà vu, hein, c'est la deuxième réforme de ce type. Il est clair qu'une fois qu'on est certifié, on pense à autre chose et on est quand même plus à même de se concentrer sur son business et sur ses clients. Et donc là, il s'agit de faire les choses, je dirais, calmement, de manière organisée. Nous, on va vous garantir les délais, on va vous garantir des certains prix, on va essayer d'éviter de revivre des expériences difficiles qu'on a connues lors du Datadoc, donc avec des frustrations qu'on a eues, voilà, notamment en juin 2017 où il y a eu une très très grosse vague, c'était très compliqué. Bon, là, il y a ceux qui sont déjà dans la démarche ont un avantage indiscutablement parce que là la marche n'est pas très haute et donc il est important aussi de rejoindre dès aujourd'hui les 10% d'organismes certifiés, ils sont moins de 7000 aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, on va y répondre là par retour là en séance ou par retour de mail. Et pour toute question, je dirais d'ordre commercial, vous pouvez vous adresser à Virginie Fildier chez LR. Et si ça concerne l'ICPF et PSI, Lucas Dumont est à votre disposition. On corrigera la coquille et on va publier cette présentation. Et donc maintenant, nous passons à la phase des questions. Je vous remercie pour votre participation. Alors déjà, on a eu un retour de la réunion de la DGEFP et là, bon, bah, la seule nouvelle qui est, je dirais, d'importance moyenne, c'est que la DGEFP va publier un autre document, une foire aux questions spéciale certification. Donc, voilà, donc il n'y a rien de très important. Alors, je lis la question. Alors, dans la nouvelle réforme, faudra-t-il qu'un OF soit certifié s'il ne travaille qu'avec des clients entreprises de plus de 50 salariés? Alors, bon, ben là, la question, c'est qu'en fait, les entreprises de 50 salariés ne contribuent plus, donc elles n'ont pas besoin, elles n'ont plus de plan. Voilà. Alors, dans certains cas, les responsables de formation sont un peu, je dirais, désorientés parce que ça fonctionne plus comme avant. De mon point de vue, il y a quand même d'autres financements, notamment le CPF, et de mon point de vue, ça va rester, ce sera extrêmement compliqué même si on travaille avec des grandes entreprises, de ne pas être certifié compte tenu de la manière dont ça s'organise aujourd'hui et la manière dont ça s'enchevêtre les solutions de financement. Je crois qu'à un moment ou à un autre, on sera coincé. Aujourd'hui, je ne connais qu'un seul organisme de formation de premier plan qui n'est pas certifié et c'est un organisme de formation d'un très grand groupe et en fait, ils travaillent avec des organismes de formation certifiés, mais ils ne sont pas certifiés eux-mêmes et c'est le seul et j'en rencontre beaucoup des organismes de formation. Donc, stratégiquement, de mon point de vue, mais après, c'est une question de point de vue, il faut l'être, mais bon, voilà. Alors, oui, je donne. Donc, deuxième question, est-ce que la certification CALICERT sera équivalente au référentiel national? Bon, je ne veux pas trop parler de ce que font les confrères, mais par définition, tout le monde repasse à la moulinette. Hein. Donc, même si c'est un produit qui est actuellement certifié, accrédité suivant la 17065, il ne répond pas complètement aux critères du nouveau décret. Donc, il y aura une certaine adaptation. Voilà.
Comment se procurer le guide de lecture sur Internet, sur le site du ministère du Travail, le DGEFP? Le support du webinaire sera-t-il mis à disposition? Oui. Le nouveau critère signifie-t-il qu'il faille être connu et reconnu dans son bassin d'emploi? Est-ce réservé aux grandes structures? Alors, je vais répondre, il y a plusieurs questions, hein. Pas forcément, parce qu'il faut indiquer aujourd'hui qu'on est en veille. Ce n'est pas réservé aux grandes structures. Je crois que, enfin, de mon point de vue, hein, c'est un peu la faiblesse de ce référentiel, c'est-à-dire qu'il s'adresse, on a voulu faire quelque chose qui permette aux formateurs entrepreneurs comme à l'organisme de formation structuré avec des salariés d'obtenir le même certificat. Et je crois que de mon point de vue, on arrive un peu à la limite de ce système-là, puisque ça permet à des structures informelles de se certifier, des structures dans lesquelles il n'y a ni salariés ni intervenants, et qui permettent, qui sont en fait des structures qui ne servent qu'à obtenir des financements, alors parfois de manière complètement légitime, mais on a un grand nombre de structures complètement informelles avec personne dedans en France. C'est un peu le problème aujourd'hui, voilà, qu'on n'a pas pu, je dirais, éliminer avec la réforme précédente, hein, puisqu'il y en a environ 30 000 hein, sur les 86 000 organismes de formation. Alors, quelle est la probabilité de figurer dans l'environnement socio-économique? Alors là, on parle des consultants formateurs indépendants. Donc, nous, on les appelle des consultants formateurs entrepreneurs. Alors, on peut retourner le problème comme on veut, en long, en large et en travers, mais il faut bien que la formation soit faite. Donc, la formation, elle est faite par des hommes ou des femmes. Et là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on va chercher des hommes et des femmes qui coûtent de moins en moins cher, donc qui ne sont pas forcément les plus performants. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un mouvement qualité qui porte des exigences. Et ces exigences, c'est pas une fois, on est référencé, et puis après, c'est terminé. C'est-à-dire que l'auditeur, il va revenir tous les 18 mois. Et donc là, l'exigence, si vous voulez, la boucle qualité se met en marche. L'exigence qualité s'affirme d'année en année, d'audit en audit. Et là, bah, nous, ce qu'on constate, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'organisme de formation accorde de l'importance et de plus importance à la qualité de ses formateurs, et donc le formateur a encore de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot pour les formateurs. Il y a un problème clair, c'est que c'est mal payé, mais il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de formations à faire. Oui, donc question suivante. Pouvez-vous nous réexpliquer les nouveaux critères et donner un exemple des 32 critères? Donc malheureusement, on n'aura pas le temps. Donc on a évoqué le guide de lecture. Donc le guide de lecture est très très bien détaillé, puisqu'il pour chaque critère, il parle de l'attendu. Et il donne déjà des exemples. Donc c'est plus simple de se référer directement à ce document. Sinon, on va perdre un petit peu trop de temps. Donc on vous laisse découvrir ce document. Bien évidemment, après les structures répondront au cas par cas par rapport à ce point. Peut-on se lancer dans la certification avant le 1er janvier 2021? Ben oui, comme on disait, on l'a dit plusieurs fois dans la présentation, plutôt démarrer, plutôt mieux servi, que comme dans toutes les transitions au changement de référentiel, au changement de version, à la fin c'est toujours de plus compliqué. Et malgré 20 ans d'expérience dans la certification, chaque fois qu'on demande aux clients d'anticiper, ben, il y a ceux qui le font. D'ailleurs, c'est les premiers de la classe. Il y a ceux qui le font pas. Et bien, par définition, c'est toujours plus compliqué. Donc, bien évidemment, il faut démarrer le plus tôt possible. Alors, une autre question, peut-on se lancer dans la certification avant le 1er janvier 2021? Alors la réponse est oui. Vous pouvez vous lancer dans la certification CNEFOP. On a un grand nombre de demandes en ce moment, hein. Quel est le tarif pour un consultant indépendant? C'est de l'ordre de certification initiale de l'ordre de 1 000 euros, et après c'est 280 euros. Donc ça, c'est les tarifs actuels. Donc ça augmentera par la suite quand on passera en certification RNQ, mais l'augmentation va être raisonnable. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais l'augmentation va être raisonnable. On a su trouver des solutions. Dans le cadre de la certification, est-ce que l'ICPF et PSI certifient pour l'ensemble des programmes ou pour 3 domaines? Alors, l'ICPF certifie pour
3 domaines, mais ça, en fait, si on, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que vous continuerez à être certifié par rapport à des domaines d'intervention. Ça, ce sera la certification pro. Par contre, comme aujourd'hui, vous pourrez faire n'importe, enfin, vous pourrez, c'est votre cabinet, votre organisme aura un NDA et donc ce sera donc l'ensemble des services de formation que vous délivrerez qui seront sous certification. Une question de Nicolas. Bonjour, bonjour Nicolas. Concernant il a bien lu le référentiel et donc on a fait une petite coquille. Donc c'est bien l'arrondi, c'est sur la valeur la plus proche et pas la valeur supérieure. En fait, il y a des schémas où c'est la valeur entière supérieure, mais là en l'occurrence c'est bien la valeur la plus proche sur la partie échantillonnage. Bien vu Nicolas. Alors la question. Certificat CNEFOP correspond aussi au Datadoc. C'est pour savoir si les critères Datadoc sont repris en majorité par le nouveau référentiel. Oui, les critères Datadoc sont repris en majorité par le nouvel référentiel. Ensuite, deuxième question, Datadoc n'est pas que du déclaratif puisque l'OF apporte des preuves. On va peut-être pas se lancer dans ce débat-là. Non, ce qu'il y a, c'est que les preuves qui sont apportées sur le Datadoc doivent être vérifiées. Ce que Datadoc ne vérifie pas, c'est que c'est mis en application. C'est là où on a, bon, de notre point de vue, mais tout en respectant la démarche Datadoc, hein, on n'est pas du tout critique par rapport à elle, mais là, c'est ce point-là qui pose problème. Bon, voilà. Alors, ensuite, il y a une question sur le NDA. Donc là, on voit quelqu'un qui est sans doute à la marche d'avant, hein, au rez-de-chaussée. NDA, c'est numéro de déclaration d'activité. Donc, c'est le numéro que vous devez obtenir pour pouvoir mener une activité de formation professionnelle en France. Donc, c'est une demande qui se fait à l'administration, la directe. Et voilà. Et de ce jour-là, vous avez après le droit de demander votre certification. Que faire si on déménage en cours de certification? Commencer la certification avec l'adresse actuelle et que faire après? Alors là, le problème du déménagement, c'est surtout le problème du NDA, mais bon, ça se gère. Donc, en fait, il faudra que si vous déménagez en France, vous allez demander un nouveau NDA et donc vous aurez un nouveau NDA et après vous ferez une mise à jour par rapport à votre certificat. En complément, c'est surtout là où il y a l'activité. C'est-à-dire qu'on doit démontrer à travers l'audit, quand il y a on connaît hein, beaucoup ce cas de figure de changement, de transfert d'activité. En fait, c'est démontrer qu'il y a une activité sur notre site. Au moment où on audite, c'est où est-ce qu'on était dans le site d'avant ou dans le site d'après. C'est ça la clé qui définira ce qui ira sur votre certificat. Et si on est vraiment entre les deux, ben, il y aura du temps additionnel pour démontrer que les dispositions sont prises en compte sur le nouveau site. C'est vraiment des cas particuliers. Alors, on continue, on a beaucoup de questions. Faut-il comprendre qu'un accompagnateur VAE doit être certifié même s'il travaille au sein d'un OF? Alors, si il est certifié, s'il est salarié de l'OF, non. S'il est indépendant et la facturation est faite par l'OF, non. Par contre, l'OF devra être certifié accompagnateur VAE. Faut-il comprendre que les accompagnateurs VAE doivent avoir un NDA? S'ils sont indépendants, la réponse est oui. Puisque à ce moment-là, ils sont considérés comme des sous-traitants et donc ils doivent avoir un numéro de déclaration d'activité. Alors, Pascal Buscarlet, quid des OF créés en 2019? Alors, ce que je comprends dans la question, c'est une difficulté qu'on a eue aussi il y a 4 ans, c'est-à-dire le CNEFOP exigeait 6 mois d'activité. Et donc, si vous n'aviez pas 6 mois d'activité, vous ne pouviez pas obtenir la certification. Donc là, si vous êtes créé en 2019, vous ne pouvez pas avoir de BPF. Donc là, à ce moment-là, il faut le justifier. Et donc, ce que nous,
on demande, c'est que vous nous donniez une preuve, soit du début de l'activité, soit des perspectives d'activité, puisque c'est comme ça qu'on va après calibrer l'audit. Un OF non datadocké devra-t-il quand même se faire référencer s'il obtient la certification RNCQ en 2020? Alors, un OF non, alors, il est question, bon là, on parle vraiment de, alors, il est question que le RNCQ soit inscrit sur la liste de CNEFOP pour qu'on puisse effectivement faire ça. Donc, c'est un point sur lequel la DGEFP est lucide. Voilà, donc oui, c'est un point important. Alors ça, je pense que ce sera résolu comme cela. J'y avais pas pensé, oui. Voilà. Mais bon, là, on est un peu en avance de phase. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on se projette sur l'étape 3 alors qu'on peut faire l'étape 2. Hein, voilà. Bonjour. Est-ce intéressant de réaliser une certification avant novembre pour simplifier le passage à la 4e marche ensuite au courant de... Alors la réponse est oui. La réponse est oui, puisque alors ça dépend si si vous avez une structure importante, pas forcément parce que ça demande une démarche en mode projet avec la mobilisation de plusieurs personnes. Donc là, le temps qu'un projet dans une structure, ça met 2 à 3 mois. Donc là, le temps que voilà. Mais je dirais que si vous êtes une structure, c'est important, c'est de commencer à former votre équipe parce que là, tous les référentiels pour former l'équipe sont là. Donc vous pouvez commencer la formation. En revanche, pour une personne, je dirais un indépendant, là, à mon avis, c'est plus intéressant, ne serait-ce parce qu'une partie de l'audit se fait à distance et que donc ça va diminuer le temps de déplacement et le temps d'échange. Voilà. Je passe la parole à Gilles. Oui, en complément, c'est une question très intéressante et c'est en fonction de ce que vous avez contracté et suivant quel référentiel vous êtes. À partir du moment où vous êtes sur un référentiel où vous devez avoir une surveillance qui est figée ou avec un délai, il faudra le suivre. Donc faites attention de ne pas vous lâcher d'un côté sans vous tenir de l'autre parce que vous risquez d'avoir le certificat actuel qui caduque parce que vous n'avez pas réalisé les visites. Ce qui est important, c'est de planifier, d'étaler dans le temps. Vous voyez, c'est la date limite, c'est au 1er janvier 2021. Donc, c'est de planifier dès aujourd'hui une démarche qui va comprendre une mise à niveau, hein, une formation pour être au fait des choses. La réglementation formation professionnelle, ça ne s'invente pas. Le référentiel, ça ne s'invente pas. Il faut le comprendre, il faut l'apprendre. Ensuite, une analyse détaillée de vos écarts, de ce que vous avez à faire avec un plan d'action et après un entraînement à l'audit. Donc, c'est ça que vous devez planifier dans le temps. Alors, vous n'avez pas parlé du TripAdvisor de la formation. Est-ce toujours d'actualité? Quand est prévu le lancement? Est-il reporté à 2021? Alors, à ma connaissance, on est largement dans le domaine du fantasme, mais je pense qu'on en parlera quand on n'aura pas grand-chose à dire. Mais pour l'instant, oui, c'est clair que là, c'est pas du tout d'actualité. Oui, on n'en parle pas du tout. Quel lien existe entre l'ICPF et Lloyds? Comment choisir l'un ou l'autre? Alors, nous sommes des partenaires, voilà, puisque Lloyds est plutôt orienté structure et nous sommes plutôt orientés personnes physiques. Donc, si vous êtes un consultant formateur entrepreneur, venez à l'ICPF, et si vous êtes une structure, un organisme de formation structuré avec des collaborateurs, allez chez LR. Alors, je précise qu'il n'y a aucun lien capitalistique, si ce n'est des liens de partenaires depuis presque 10 ans, je pense. Mais voilà, il n'y a aucun lien capitalistique entre nous. Je suis certifié ICPF CNEFOP. Elle doit être mise à jour pour devenir certifiée ICPF RNQ. Quel est le nom correct pour la future certification? Alors, le nom correct, on ne le sait pas encore parce que c'est une marque qui va être déposée par l'État et donc ils ne nous l'ont pas encore communiqué. Et là, j'attendais, je me disais qu'à la réunion des GFP, ils l'annonceraient peut-être, mais ils ne l'ont pas encore annoncé. Donc là, on ne la connaît pas encore. Mais il y aura une marque, hein, je crois qu'ils veulent refaire, à l'instar de Datadoc, qui a réalisé un coup de com', comme je le disais tout à l'heure. Ils veulent faire la même chose et donc, oui, ils veulent un nom. Donc, ils sont en train de le chercher visiblement.
La certification ICPF Pro est avec LR 5e marche. Exactement, Madame Roman, c'est exactement ça, c'est la 5e marche. Voilà. Quel est le coût approximatif pour un organisme de formation avec un CA de 80 000 euros? Je dirais aujourd'hui, il faut tabler sur cette certification, sans trop m'avancer, sur un coût entre 400 et 600 euros par an. Voilà, sur la durée, oui, ce sera entre 400 et 600 euros par an sur un organisme de cette taille, oui. Alors, qui devrait être largement rentabilisé par le fait que, là encore, on l'a vu dans une certaine mesure en 2015, hein, puisque la plupart de nos certifiés s'en sortent mieux qu'avant, ils sont plus satisfaits, mais là, les financements devraient se resserrer sur les organismes de formation certifiés. Alors, pour les organismes de formation en sous-traitance, une charte qualité signée entre l'OF et les formateurs est-elle suffisante? Alors, d'un point de vue réglementaire, non, il faut un contrat. Et il faut surtout que l'OF vérifie que le sous-traitant ait un numéro de déclaration d'activité. Quel est le process et le coût pour un formateur en portage salarial? Alors, le portage salarial, c'est un point délicat. Puisque ça va être, enfin de mon point de vue, hein, ce sera compliqué pour les sociétés de portage d'avoir des OF qui font intervenir comme des salariés les formateurs portés et de contrôler leur qualité. C'est pas le, voilà, bon, c'est un débat un peu vaste. Alors le process aujourd'hui, je pense que c'est d'avoir la certification ICPF Pro, et après de bien voir le portage. Vous savez, ça mène à tout à condition d'en sortir. C'est-à-dire que soit vous vous dites bon ben voilà, moi je veux devenir salarié, et à ce moment-là vous devenez formateur salarié, soit vous devenez indépendant et à ce moment-là vous avez votre structure à vous. Alors bien sûr, bon, c'est facile pour moi de dire ça. Mais là, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec des grands organismes de portage, des grands organismes pour trouver une solution. Et une des solutions, ce serait que la certification de personne soit reconnue et donc il ne soit pas nécessaire de passer obligatoirement par le numéro de déclaration d'activité pour pouvoir faire de la formation en sous-traitance. Je cède la parole à J. Donc, il y a plusieurs questions concernant la certification 9001. Nous affranchit-elle de la 4e marche? Donc, il y a des questions qui sont similaires. Je vais faire un tir groupé. Donc, bien évidemment, non. Hein, c'est toujours pareil. Si votre partie formation de votre structure sollicite des financements, vous serez obligé d'être certifié suivant le référentiel national qualité. Par contre, le fait d'avoir l'élément structurant 9001 va vous faire gagner du temps, puisque par définition, quand on fera une cotation, on tiendra compte de la maturité liée à la 9001, puisque vous ne serez pas parti de zéro. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un contrôle matriciel des exigences du décret par rapport à la 9001. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait fait le produit 29 990 qui s'en rapprochait le plus possible. Je reprends alors, il y a énormément de questions. Je regarde l'heure, j'ai craint qu'on n'arrive pas au bout, mais on va tout faire pour. Alors, je suis expert comptable et certifié par un éditeur d'évaluation des soft skills. Quand on dispose d'un bon niveau et de bonnes pratiques, la formalisation du dossier peut être simplifiée. Oui, le fait de maîtriser la forme, ça aide beaucoup, et surtout dans votre profession d'expert comptable, on est rigoureux. Donc, la seule chose qui peut vous manquer, c'est la maîtrise des référentiels, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la compréhension profonde du référentiel qualité, comme la compréhension profonde de la réglementation. Donc, dans les deux cas, c'est 2 bonnes journées de formation, et après, bon, vous êtes autonome. C'est pas non plus une montagne infranchissable aujourd'hui sur RNCQ. Alors, bonjour. Vous évoquez un niveau de CA pour déterminer la durée de l'audit. Pouvez-vous donner des repères plus clairs? Oui, il faudrait qu'on ait Alors, dans le décret, on a des montants de chiffre d'affaires, mais là, dans le rush, je voudrais pas dire de. Voilà. Alors, à l'audit initial, si vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 euros,
Si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros, vous n'aurez que la durée de base, ce sera un jour d'audit. Donc, si vous êtes déjà certifié ICPF et PSI, c'est une demi-journée. La plupart de nos certifiés, le chiffre d'affaires moyen, c'est 80, 100 000. Vous voyez, 80, 100 000. 90 000 à peu près. Donc, c'est assez rare. Faut déjà être, je dirais, bien organisé pour tout seul arriver durablement à faire plus de 150 000 euros. Mais on en a quand même. Hein, on a des, voilà, mais voilà, donc là, ça, c'est 150 000 euros. Ensuite, vous avez un deuxième seuil au-dessus de 150 000 jusqu'à 750 000. Et là, il y a une durée de base d'un jour. Par contre, les activités, ce sera minimum un jour et demi, hein, si on est organisé de formation. Et là, ça peut monter après par un jour et demi par rapport à des sites. Voilà. Donc là, il y a un seuil 150 000, 750 000. Et après, il y a un CA supérieur à 750 000. Et là, c'est un jour et demi de base. Et là, bon, ça augmente. On rajoute une demi-journée et voire une journée entière pour les CFA. Donc, un CFA qui fait plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, il part déjà sur 3 jours d'audit. Vous voyez. Voilà. Alors là, tout ça est bien expliqué dans le décret et on y passera certainement beaucoup de temps. Alors, mon OF est déjà au Datadoc. Qui contacter pour un devis? Personne physique, si vous êtes une personne physique, faut contacter Lucas Dumont et qui sera un plaisir de vous répondre. Vous allez sur le site ICPF. Bonjour, les sous-traitants doivent-ils aussi être certifiés? Alors ça, c'est une question. De manière réglementaire, non. Maintenant, de manière stratégique, je dirais oui. Aujourd'hui, le marché fait que les tarifs de sous-traitance, c'est pas comme il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, d'ailleurs, il y a plutôt 15 ans, d'ailleurs maintenant, parce que ça baisse. Il y a une tendance à la baisse des tarifs de sous-traitance depuis 15 ans, une tendance lourde. On va toucher le fond un jour, mais bon, chaque année, on se dit, ça y est, ça peut pas descendre plus bas. Puis en fait, si, ça descend un peu plus bas. Enfin, là, on arrive à un étal. Et donc, en fait, aujourd'hui, bon, quand on écoute nos certifiés, la plupart évitent la sous-traitance et s'organisent pour aller chercher des clients en direct parce que c'est quand même beaucoup mieux payé. Parce que les tarifs de formation sur les clients directs sont quand même plus élevés. On est sur entre 800 et 1500 euros la journée. Ça monte jusqu'à 2005 pour certains certifiés. Ouais, donc là, on a des jours et c'est intéressant. Voilà. Donc, je dirais, si vous êtes un indépendant et si vous voulez vous implanter durablement dans la montée en compétences, la formation professionnelle, il est impératif de se certifier et de mener une démarche qualité pour avancer, pour aller vite. C'est le seul atout que vous avez, c'est votre vitesse, votre capacité à vous mobiliser rapidement parce que vous n'avez pas un grand nombre de personnes à mobiliser. Donc ça, stratégiquement, je dirais oui. Maintenant, légalement, non. Si ce n'est que là aussi, les organismes de formation, les managers, on voit qu'ils commencent à réfléchir et qu'ils comprennent que si ils ont un sous-traitant certifié, c'est beaucoup mieux que s'ils ont un sous-traitant qui n'est pas certifié, parce qu'ils sont responsables de la qualité. Donc, s'ils ont un sous-traitant qui n'est pas certifié, il faut qu'ils le managent, vous voyez. Donc, voilà. Alors, je souhaite créer mon OF prochainement. Est-ce que je peux passer la certification référentielle qualité directement? Réponse non. Ou je suis obligé de passer par le Datadog dans un premier temps. Alors oui, là aujourd'hui, si vous voulez être référençable, oui, vous avez Datadog ou la certification ICPF et PSI CNEFOP. Si vous faites vous-même vos formations et si vous créez une structure avec des là vous pouvez commencer par LR. Voilà. Voilà. De mon point de vue, je dirais, voilà, pour répondre à la question de manière complètement objective, vous avez là jusqu'à la fin de l'année prochaine, hein, c'est Datadoc. Voilà. Quelle est la différence entre LR et ICPF? Bon, je pense qu'on a répondu. Pourra-t-on, une légère différence de taille et de nombre de personnes. Pourra-t-on rester certifié CALICERT? Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui est très... voilà. Ou devra-t-on passer sur le référentiel national? Oui, vous devrez passer sur le référentiel national. Par contre, vous pourrez sans doute, alors à moins que le produit que je ne connais pas soit un produit inscrit spécifiququement pour la circonstance sur le CNEFOP, là il va être appelé à disparaître, mais donc il y aura une migration. Votre certificateur vous proposera une migration. Il y a
y a-t-il une obligation de disposer de l'éco pour les formations? Réponse non. Vous faites des formations en entreprise. Ce que vous devez faire prendre conscience, puisque la plupart des organismes ne l'ont pas en tête, c'est que le fait de faire une formation dans les locaux de l'entreprise cliente ne vous dispense pas, comment dire, n'enlève rien au fait que vous êtes responsable. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes responsable de la qualité de cette formation. C'est-à-dire que, paradoxalement, si un des stagiaires se plaint de la qualité des locaux, même si c'est dans son entreprise, c'est vous qui serez responsable et c'est vous qui éventuellement devrez rembourser l'argent que vous avez perçu à l'entreprise qui vous a hébergé. Vous voyez, c'est difficile à comprendre, mais si on applique le système, c'est ça. C'est vous, si vous décidez quand vous faites une formation dans une entreprise, c'est vous qui êtes responsable. Alors, quelquefois, il n'y a pas de locaux d'ailleurs, parce que moi, si vous prenez les formations dans l'imprimerie, ils font les formations dans l'entreprise au poste de travail. Oui, et donc là, pour le coup, il n'y a pas de locaux. Mais vous restez responsable de la qualité de cette formation. Alors, je laisse la parole à Gilles. Il reste 3 minutes, donc il va falloir synthétiser. On a passé à peine la moitié des questions, donc merci parce que on va les regrouper puis on fera des réponses. Une question intéressante quand on a moins d'une année d'exercice. Donc on a un NDA, mais on n'a pas encore de BPF. Donc là, l'analyse sera particulière. Donc c'est quelque part, par définition, il y a un budget, il y a une étude de marché qui est faite par rapport à des modules de prestations qui sont proposés. C'est clair qu'au bout de mois, ça ne sera pas suffisant. Si on a une moitié d'année avec déjà un demi-exercice ou des éléments comptables qui sont capables de démontrer qu'il y a une récurrence d'activité et une maîtrise, on peut ne pas attendre le BPF de l'année suivante pour pouvoir certifier. On a tout intérêt de fonctionner comme ça pour vous mettre sur la voie. Par contre, on ne peut pas partir de la feuille blanche ni de zéro. Voilà pour cette question. On peut en prendre encore une ou deux autres pour terminer. Ce que je propose, c'est qu'on va pousser jusqu'à midi 5 et puis jusqu'à midi 5 et là ça nous laisse le temps pour voir comment on va traiter les autres questions. Je te laisse traiter une autre question, Gilles. Donc celle-ci, on l'a abordée concernant les BPF intérieurs. Il y avait 2 ou 3 fois la même question. Combien y a-t-il d'organismes de certification accrédités? Donc il y avait 53 référentiels proposés sur le marché avant, donc qui étaient à peu près ventilés sur une trentaine, 25-30 opérateurs. Bien évidemment, il va y aussi y avoir un petit peu une rationalisation des acteurs. Incapable de vous dire à ce moment-là entre ce qui est généraliste, les gros généralistes et les spécifiques. Trop tôt pour en parler, mais par définition, à partir du moment où c'est libre accès au niveau du COFRAC, vous saurez vite combien d'acteurs il y a sur le marché. Alors bonjour, pour être datadocké, permet-il d'avoir un avantage ou des critères validés par rapport à la future certification qualité? Alors non, non. En revanche, c'est déjà une expérience. C'est déjà une expérience. Donc vous avez entendu, vous avez une certaine pratique quand vous avez. Il y a quand même une pratique. Voilà, ça c'est clair. Une expérience professionnelle réussie est-elle nécessaire, voire obligatoire pour entamer la procédure de certification? Alors pour l'ICPF, oui, au moins 6 mois d'expérience professionnelle réussie, oui. Ce n'est pas une question, mais un témoignage. Ah, par contre, je ne lis pas la suite de la phrase. Les entreprises de portage salarial détenteurs d'un NDA vont-ils demander à leurs formateurs de se certifier? Écoutez, certains le font et c'est une réflexion qui est en cours. Pour l'instant, ce n'est pas la tendance. Je passe la parole à Gilles, qui a vu une question qui bondit. Essayer de zoomer sur les questions les plus représentatives dans les petites minutes qui nous restent.
Est-ce que les organismes interviennent sur toute la France? Bien évidemment, hein. On a une couverture du territoire qui permet de répondre à cette question. Et on pourra également faire, comme François le précisait, on peut faire aussi un mix par définition, d'audit sur le terrain à distance. Donc, on est complètement capable de couvrir tout le territoire, que ce soit la structure CPF ou la nôtre. Alors, si pour des raisons médicales, une seule formation, oui, on a en 25 ans, vous pensez bien que, enfin, en 20 ans, 25 ans d'ailleurs, 25 ans, ça nous est arrivé très souvent. Oui, on a des organismes de formation à un moment qui suspendent leur activité, donc ils nous l'expliquent. Quand c'est pris suffisamment de temps à l'avance, on sait s'adapter. Bonjour, mon certificat se termine en décembre au lieu de le renouveler. La meilleure stratégie est de se préparer directement sur le nouveau certificat Myriam Claire. Oui, oui. Là, attendez tranquillement le mois d'octobre et là, vous pourrez planifier votre certificat sur octobre ou novembre et là, vous pourrez planifier pour 2020 pour le nouveau certificat. Bonjour, merci pour cette présentation. Devra être certifié en qualité de formateur vacataire. Alors, si vous êtes payé en bulletin de paye, non, parce que formateur vacataire, en fait, ça n'existe pas. Hein. C'est formateur vacataire, c'est dans le public. Donc là, en fait, vous avez des CDD d'usage. Donc, si vous avez des CDD d'usage, vous n'avez pas l'obligation d'être certifié. Si nous n'avons pas cette certification ICPF, notre OF peut-il faire des formations au sein des entreprises? Sinon, la formation ne peut pas être prise en charge par les OPCO. Est-ce bien cela? Oui, c'est cela. Si l'entreprise dit, voilà, moi je vous paye la formation, vous pouvez le faire. Hein. Le fait est que la certification vous permet, à la base, hein, cette certification d'intervenant vous permet de proposer à votre client de faire financer la formation. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est assez rare que une entreprise ne demande pas le financement. Elle veut, la plupart des managers aujourd'hui, ils veulent demander le financement. Donc avec vous, si vous n'êtes pas certifié, ils ne pourront pas demander le financement. Et ça, pour le coup, c'est un handicap commercial très important parce que le fait de ne pas pouvoir demander le financement dans une entreprise, c'est ennuyeux. Vous voyez, c'est pas tellement le financement en lui-même, c'est pas le plus important. C'est le fait de pouvoir le demander qui est important pour les managers. Alors, je dispense des formations dans toute la France. Je ne dispose donc pas d'un site dédié, mais interviens sur des sites en location. Là, vous intervenez chez vos clients, donc là, vous aurez un audit en face à face. Voilà. Je suis un CFE en portage salarial et je travaille en direct avec une société cliente sans sous-traitance qui doit être certifiée. Je suis un CFE. La société de portage, oui, si c'est celui qui a le NDA, donc la société de portage. Voilà. La certification, non, la certification concerne les OF qui proposent des formations qui sont financées, donc soit par les régions, le Pôle emploi, les OPCO, c'est tous ces financements-là. Alors pour le CPF aussi, mais il n'y a pas que, c'est pas que le CPF. Il y a à peu près le CPF, ouais, c'est 1 milliard, à peu près 1 milliard d'euros. Les financements auxquels on peut accéder par la certification, c'est de l'ordre de 6 à 7 milliards. Oui, donc il y a voilà. Et ensuite il y a les régions, c'est 7 milliards. Voilà. Voilà, bon, écoutez, ce que je vous propose, il est 12h05. On regardera en détail, il y a encore un grand nombre de questions. On va les regarder en détail et on vous répondra individuellement. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie particulièrement Dimitri et Vincent qui nous ont assistés sur le plan technique. C'était remarquable et je pense que sans eux, on n'aurait pas pu faire aussi bien. Et je remercie notre partenaire Gilles qui a eu bien du mal à arriver, qui est arrivé 5 minutes avant.
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon déjeuner. Et je cède la parole et le mot de la fin à Gilles. À très bientôt. Donc, je voulais vous remercier à mon tour de votre participation, hein. Vous étiez très nombreux sur ce webinaire. Vous êtes monté à plus de 200 au niveau du pic. Donc, c'est la preuve de l'intérêt de ce type de démarche. Et donc, bien évidemment, nous renouvellerons ce webinaire sûrement en septembre-octobre, qu'on aura encore un peu plus de visibilité sur les éléments qui se sont mis en place. Et on fera évoluer un petit peu aussi notre présentation en fonction des questions qu'on n'a pas pu répondre et les éléments qui bien évidemment arrivent continuellement sur le CG. Encore merci à tous et nous vous souhaitons d'excellentes vacances pour les juilletistes et les futurs vacanciers d'août. Merci à tous, au revoir.